Lyon Politique, c'est votre rendez-vous chaque semaine sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Émission en partenariat avec Mac de Lyon, représentée par Lionel Favreau, directeur de la rédaction. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Et notre invité pour cette dernière émission de la saison, c'est le maire de Lyon. Bonsoir Grégory Doucet. Bonsoir. Alors il y a un an, quasiment jour pour jour, vous êtes devenu le premier maire écologiste de Lyon. Vous avez remporté, on le rappelle, au municipal 52,4% des suffrages. Vous avez mis fin à près de 20 ans de mandat de Gérard Collomb. Il vous a remis l'écharpe le 4 juillet dernier. Et ce soir, vous avez donc accepté de faire le bilan de cette première année avec nous sur BFM Lyon. On vous en remercie, Grégory Doucet. Crise sanitaire, sécurité, mobilité, économie, polémique. Cette année a été chargée. Que retenir justement de ces 12 derniers mois? Quels sont les changements majeurs que vous avez apportés? Quel bilan tirez-vous de cette première année? Les perspectives pour les prochains mois? Nous allons en parler évidemment ce soir. Les Lyonnais vous poseront aussi leurs questions. Mais d'abord, avant de débuter votre bilan, un mot sur les élections régionales avec vous, Grégory Doucet. Fabienne Grébert est arrivée derrière Laurent Wauquiez avec 33% des voix dimanche dernier. Mais la candidate écologiste qui a mené la liste d'Union de la gauche pour le second tour est en tête à Lyon. Elle l'emporte dans 6 arrondissements. C'est la continuité finalement pour vous de ce qui s'est passé l'an dernier avec les municipales et les métropolitaines? On peut le dire comme ça. On va dire c'est un renouvellement en quelque sorte aussi de la confiance des Lyonnaises et des Lyonnais dans l'écologie. On voit que le socle, il est ici à Lyon, il est solide, il est implanté, et je m'en réjouis. Bien évidemment, c'est une déception que Fabienne Grébert n'ait pas pu l'emporter aux élections régionales, dans un contexte un peu particulier, vous le savez, avec en plus une très forte abstention. Tous les sortants ont été réélus, donc voilà. Bon, les chances pour Fabienne Grébert étaient sans doute très faibles, mais je me réjouis qu'ici à Lyon, elle l'ait emporté, comme d'ailleurs dans d'autres villes qui sont dirigées par des écologistes. Ça a été le cas aussi à Grenoble, où elle est largement devant. Ce qui est la preuve que quand les écologistes sont aux manettes, on apporte des éléments concrets dans la vie quotidienne des gens et que les gens nous font confiance. Son score à Lyon, vous le prenez aussi comme une sorte d'approbation des Lyonnais de votre première année de mandat? En tirer des conclusions complètement définitives, voilà. Enfin, je reste aussi humble par rapport aux résultats, notamment du fait de l'abstention. Mais malgré tout, quand je vois que Fabienne Grébert est en tête ici à Lyon, dans la continuité des élections municipales et métropolitaines de l'année dernière, je le prends quand même comme une confirmation de la confiance des habitantes et des habitants envers l'exécutif écologiste. Mais sur l'ensemble de la métropole, c'est plus juste. Oui, c'est plus juste, tout comme aux élections métropolitaines, c'était aussi plus équilibré, enfin plus tendu, on va dire, pour l'emporter. Allez, on entre dans le vif du sujet. À présent, Grégory Doucet, on va revenir sur votre bilan de ces 12 derniers mois. On va commencer avec un thème qui préoccupe énormément les Lyonnais, on le sait, la sécurité. D'abord, avec l'actualité, votre plan d'action pour la Guillotière, vous l'avez présenté hier soir, une 50aine de mesures annoncées après 9 ateliers participatifs avec les habitants. Vous avez été un petit peu chahuté lors de cette réunion hier soir. Les habitants, au lendemain de ces annonces, nous sommes allés les voir aujourd'hui, notamment dans le quartier de la Guillotière, ils restent sur leur faim, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils vous reprochent le manque d'action concrète annoncée hier soir. Vous leur répondez quoi? En janvier 2021, début de cette année, on a engagé des ateliers de concertation avec les habitants parce que ce qui nous a semblé, quand nous sommes arrivés aux manettes et que nous avons vu la situation catastrophique qu'il y avait sur ce quartier, alors que des études avaient déjà pu être menées pour, on va dire, faire des diagnostics sur certaines difficultés, ce qui n'avait pas été fait, c'était de recueillir la parole des habitants et de les associer. Donc c'est ce que nous avons fait en priorité. Il y a une série de 9 ateliers qui ont été réalisés, alors dans un contexte un peu particulier, puisque en plus on ne pouvait pas réunir les gens. Donc notre première action, ça a été d'abord de recueillir cette parole. Et là, hier soir, c'était une présentation d'une première partie d'un plan d'action, mais c'était aussi un temps d'échange avec la salle. Vous disiez tout à l'heure qu'on a été chahuté.
de toute façon, le sujet, il tient à cœur des habitantes et des habitants de ce quartier. Bien évidemment, les gens sont engagés. Moi, j'étais là aussi pour écouter. On a recueilli cette parole. On a apporté un certain nombre de réponses. Et puis, on a aussi dit les sujets sur lesquels on était encore en train de travailler parce qu'on n'avait pas forcément toutes les études. On a commandé des études, notamment à la métropole et au Citral, pour pouvoir trancher sur un certain nombre de sujets. Mais vous abordez le sujet sous l'angle de la sécurité. J'aimerais quand même dire que sur la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière, les problématiques ne sont pas que sécuritaires. Mais c'était quand même un des engagements de votre campagne que les femmes puissent se promener tranquillement à Lyon, je m'en rappelle. Bien sûr. Or, à la Guillotière, c'est un des problèmes. Elles se sentent en insécurité. C'est un sujet que l'on prend à bras-le-corps. Et je vous remercie de le signaler, puisque les thématiques, elles sont diverses. Il y a des problèmes de sécurité qu'on adresse déjà en partie et qu'on va continuer à adresser avec une présence policière, que ce soit de la police municipale, de la police nationale, renforcée. Quand ces renforts vont-ils arriver ? Il y a déjà, vous savez, il y a déjà 2 interventions par jour de la police municipale. Donc il y a déjà une présence plus massive. Je mobilise des policiers municipaux de tous les arrondissements pour intervenir sur la place Gabriel-Péri quotidiennement. Donc il n'y a pas dans la ville... C'est pas une zone de non-droit. Un territoire où il y a autant de présence de la police municipale. Donc on mobilise déjà. On va pouvoir en mobiliser davantage quand vous savez aussi qu'on est en train de recruter davantage de policiers municipaux, donc ça va nous permettre d'affecter plus de personnel. Mais la même chose est attendue de la part de la police nationale, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a un déficit d'effectifs dans la police nationale, pas simplement à Lyon, mais aussi dans les communes alentours. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à nous accorder des effectifs supplémentaires, mais tout ça, ça prend du temps. Voilà. On les a pas encore, les 300 policiers supplémentaires. Dans ce quartier de la Guillotière, justement, Grégory Doucet. Oui, mais il y a des mobilisations supplémentaires et extraordinaires sur le quartier de la Guillotière, mais on sait que ce n'est pas uniquement avec la présence de policiers supplémentaires qu'on va régler les problèmes. On a besoin aussi d'avoir de l'accompagnement social pour un certain nombre de publics qui fréquentent. On a besoin de travailler sur notamment les pour addictions. Faire disparaître le marché sauvage. Notamment, c'est la démarche que nous avons choisi d'adopter, à savoir les revendeurs qui sont sur le fameux marché de la misère. On va d'abord aller les voir avec une démarche d'accompagnement social pour une insertion professionnelle. C'est l'optique qu'on a choisie, de manière à pouvoir les amener vers une régularisation de leur activité ou vers l'emploi quand ils le souhaitent. Vous avez parlé également hier soir de centres de soins pour les toxicomanes. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment. Vous comptez ouvrir une salle de shoot à la Guillotière? C'était pas le sens de ma remarque hier. On sait qu'on a besoin d'identifier les personnes qui sont dans des addictions, surtout qu'elles sont assez complexes. Il y a des addictions aux médicaments, à différents psychotropes. Donc on a besoin de pouvoir fournir des diagnostics et accompagner les personnes. On n'est pas en train de parler là, à ce stade, d'installation d'une salle de shoot sur la place Gabriel-Péri. C'est pas le sujet. Non, mais par contre, on a besoin d'un accompagnement renforcé pour les gens qui sont toxicomanes. Et en tant qu'élu, est-ce que vous êtes favorable à la légalisation du cannabis, comme certains élus de l'agglomération, alors que d'autres sont opposés? Quelle est votre position? Et je vais même aller au-delà, Lionel, comme on va dire l'ensemble des écologistes. Oui, je suis favorable à aller vers une légalisation de. Pour vous, ce serait une manière de lutter contre cette insécurité? C'est un des moyens d'avancer. Pas sur la place Gabriel-Péri. C'est pas la réponse aux problématiques. Mais plus largement, oui. Mais plus largement, ça concerne l'ensemble du territoire national et même au-delà. Il y a un certain nombre de pays qui se sont déjà engagés dans de telles mesures, notamment pour le cannabis récréatif. Et aujourd'hui, on a en plus des retours d'expérience qui nous permettraient de pouvoir trancher. La France est plutôt en retard sur le sujet. Mais en ce qui concerne Gabriel-Péri, c'est pas la solution, c'est pas le levier d'action. Je vous le disais, il y a un volet répressif. Il faut aussi travailler davantage sur la prévention. C'est pour ça qu'on va faire de l'accompagnement social. On va renforcer aussi la présence de travailleurs sociaux, notamment avec des gens qui ont qui ont un savoir-faire en matière de parcours migratoire, parce que c'est aussi l'un des publics auxquels on doit s'attaquer sur cette place. Travailler sur les addictions, travailler aussi sur une place qui reprenne l'élégance. Vous avez aussi annoncé des mesures d'urbanisme, mais oui. En matière d'insécurité, il y a un autre sujet qui fait souvent l'actualité, c'est les rodéos, y compris près de l'hôtel de ville. Est-ce que vous considérez ne pas avoir un petit peu tardé pour la mise en place de cette cellule rodéo? On n'en voit pas encore tellement son bilan. Non, mais vous savez, sur les rodéos, on a tout de suite agi. La question de la cellule, c'était aussi pour pouvoir avoir une coordination au-delà de Lyon, puisque vous savez que le phénomène des rodéos, il n'est pas propre à la ville de Lyon. D'abord,
beaucoup de villes de la périphérie lyonnaise. On pose la lyonnaise. question parce que vous êtes maire de Lyon, mais est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce qu'il y a eu des deux rousses de saisie? C'est important aussi de se dire, on n'est pas les seuls concernés, donc c'est intéressant, c'est utile de travailler avec d'autres qui sont aussi concernés, et notamment dans la périphérie de Lyon. Mais le phénomène des rodéos, il concerne l'ensemble des grandes agglomérations par exemple, françaises. Avec les maires je pense à Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy pour le Parti Socialiste, le maire de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincendé, le maire de Bron. Vous travaillez ensemble, vous essayez de trouver des solutions. C'est l'intérêt de la cellule rodéo, justement, que mon adjoint à la tranquillité publique et à la sécurité, Mohamed Chi, a initié. Je vous rappelle que c'est quand même nous qui sommes à l'origine de cette action. Et l'idée, c'était effectivement de travailler au-delà du périmètre de Lyon et de travailler avec les différents services. Bien sûr, la police nationale, c'est une évidence, mais également avec les services du procureur de la République. Donc aujourd'hui, vous travaillez avec les maires des autres communes concernées par ces problèmes de rodéo. C'est ce que fait mon adjoint Mohamed Chi, effectivement. Et quand Hélène Geoffroy propose des stages sur circuit, vous pensez que c'est une bonne réponse? C'est une réponse qu'elle va expérimenter. Moi, j'attends de voir pour voir si c'est utile. Vous savez, ce qui a été important, c'est d'abord de faire en sorte que la coordination entre les services soit la plus efficace possible. Nous, sur l'action des rodéos, vous le savez, puisque c'est une directive du ministère de l'Intérieur, on n'intervient pas en direct pour éviter le suraccident, pour éviter que, au moment où on essaye d'attraper un jeune qui est sur sa moto, il cherche à s'enfuir en renversant plusieurs personnes. Ça, on ne veut pas que ça arrive. Donc, et c'est le ministère qui nous l'a défini comme étant la ligne d'action. Les policiers nationaux, les policiers municipaux la respectent. L'accès à la place, par exemple. Alors, ce que l'on fait, c'est parce qu'on a un dispositif de vidéoprotection dans toute la ville, on arrive à faire des captations d'images qui sont assez précises. Et puis ensuite, on travaille avec les services de la police nationale et du procureur de la République pour que les enquêtes soient très vite en mouvement. Et vous savez, il y a déjà un certain nombre d'auteurs qui ont pu être identifiés, arrêtés, jugés, emprisonnés. Et ça commence à se savoir. Et ça se sait pas seulement à Lyon, ça se sait aussi autour de Lyon, ça se sait dans d'autres villes. Les modes d'action donnent des résultats. Donc vous attendez une amélioration en conclusion? Ça va amener une amélioration. Je crois que l'amélioration est déjà en partie visible. Pas complètement, puisqu'il y en a encore qui s'amusent à réaliser des rodéos. Mais voilà, c'est une action aussi de long terme, enfin on va dire de moyen terme en l'occurrence, coordonnée qui va nous permettre d'avoir des vrais résultats. Et en tout cas, on travaille très bien avec les services du procureur de la République et la police nationale. Sur les solutions à apporter, le maire d'Aumont, dans les Hauts-de-France, a pris lui un arrêté municipal pour interdire les motos et les quads dans la ville entre 21h et 6h du matin. C'est quelque chose que vous pourriez faire à Lyon ? On va regarder ce que ça donne. Après, je pense que les configurations de la ville de Lyon avec celles que vous venez de citer sont quand même assez différentes. Donc, on va regarder ce que d'autres expérimentent, comme vous me citiez ce que la maire de Vaux-en-Velin veut engager. On va regarder aussi ce qui se fait. En attendant, on a une politique très volontariste sur les auteurs, je vous l'ai décrite. On travaille de manière extrêmement efficace avec les différents services, police nationale et justice. Et les résultats sont déjà là. Vous savez, il y a quand même un certain nombre de véhicules, de motos qui ont pu être saisis, d'auteurs arrêtés, certains écroués. Oui, ça porte ses fruits d'agir ensemble. Au-delà des rodéos, il y a un problème plus global de nuisances sonores à Lyon, notamment en presqu'île le soir. On a un téléspectateur qui vous propose une solution, peut-être ce soir. On va découvrir sa question qu'il vous a posée cette semaine. Pourquoi ne pas réserver la circulation des voitures en presqu'île aux habitants après 23h grâce à un accès, par exemple, par carte magnétique ou avec des plots amovibles, étant donné que c'est une presqu'île, il considère que ce serait facile à mettre en place. J'ai cru que vous alliez nous montrer des images, excusez-moi. Non, c'est la question. Vous me posez la question. La question qui est posée ici, plus généralement, c'est celle de la piétonisation de la presqu'île du mode de piétonisation. Donc le chantier, il est engagé. On va concerter avec les habitants, parce que là, vous me citez un habitant qui fait une proposition. Certes, je prends, j'entends, mais on va écouter aussi tout le monde, parce que tout le monde n'a peut-être pas l'avis de cette personne. Il s'agit de mettre sur la table toutes les propositions. La concertation, vous savez, c'est ce qu'on a fait. On parlait de Gabriel Péri un peu plus tôt. Justement, sur Gabriel Péri, c'est ce qu'on fera aussi pour les grands chantiers de piétonisation, et notamment sur celui de la presqu'île, bien évidemment. Deuxième thème que l'on va aborder ce soir avec vous, Grégory Doucet. La crise sanitaire, elle est forcément liée à votre première année de mandat et ses conséquences. Considérez-vous avoir fait assez pour les restaurateurs, les commerçants lyonnais pendant cette année ? Première chose à dire sur la crise sanitaire, si vous me le permettez, c'est quand même de dire que la ville de Lyon
notamment après notre élection, a été extrêmement réactive. Tout de suite après notre élection, j'ai demandé à mon adjointe à la santé et à la prévention, Céline Delorence, de mettre en place d'abord une cellule de veille pour activer les différents services de la ville pour observer comment la situation sanitaire évoluait. Quand on a vu que le virus repartait courant de l'été, on a très vite mis en place une cellule de crise, on a actionné tout le monde. Fin août, je vous le rappelle, des barnums étaient installés dans le centre de la ville pour pouvoir proposer un service de dépistage aux Lyonnaises et aux Lyonnais, et plus généralement aux grands Lyonnaises et aux grands Lyonnais. Sur les aides particulièrement. Oui, mais la crise sanitaire, c'est d'abord s'occuper de la santé des Lyonnaises et des Lyonnais, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons ensuite mis en place le centre de dépistage au Palais des Sports à Gerland dès la fin septembre. Et nous étions aussi parmi les premiers, si ce n'est la première ville, à mettre en place un grand centre, un méga centre, comme on disait, de vaccination quand la campagne vaccinale a commencé. Des gens venaient d'autres pays d'Europe pour voir comment on avait mis en place le centre de vaccination au Palais des Sports de Gerland. C'est dire à quel point quand même on a été, je crois, on peut le dire, et j'en félicite à la fois les équipes de la ville qui se sont mobilisées, mais aussi les équipes de l'ARS, les équipes des Hospices civils de Lyon, parce qu'on a été globalement exemplaires à Lyon. Quant aux aides pour les commerçants, pour les artisans, pour les entreprises, oui, on a pris notre part. Je vous rappelle que on a exonéré sur des terrasses, sur des loyers, sur des redevances qui étaient dues à la ville de Lyon. C'est quand même, enfin, on a quand même mobilisé 8 millions d'euros pour aider les commerçants et les entrepreneurs, notamment les commerces de proximité sur la ville. Donc oui, on a pris notre part. On n'était pas les seuls. Je vous rappelle que l'essentiel des mesures ont tout de même été prises par l'État. Notamment PGE, etc. Donc la ville de Lyon, elle a fait ce qu'elle avait à faire sur le sujet. Vous avez débloqué des aides pour la culture, des aides exceptionnelles, et vous avez aussi commencé à appliquer votre politique culturelle en réduisant la subvention à l'opéra de 500 000 euros sur un global de 18 millions d'euros pour aider davantage les petites institutions culturelles Absolument. Qui se sentaient oubliées. Et en même temps, la réplique du directeur de l'opéra, Serge Dorny, a été de parler d'une idéologie anti-opéra des écologistes. Est-ce que vous êtes dogmatique sur ce sujet ? Le directeur de l'opéra s'est repris depuis. On a eu l'occasion de se voir, de se parler, si vous voulez. Est-ce que vous voulez viser une culture un peu trop élitiste ? Quel est le fond de votre pensée ? Vous savez, quand une institution aussi belle que notre opéra, qui reçoit, vous avez cité le chiffre vous-même, 18 millions d'euros d'aide de la ville, et qui est en très bonne santé financière. Il peut s'en passer, à votre sens. Oui, on peut réduire la subvention. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce budget ? Vous l'avez énoncé. On a aidé d'autres structures beaucoup plus petites qui en avaient besoin. Parce que ce qui nous importe, c'est aussi d'aider la création artistique. C'est ce que fait Nathalie Perrin-Gilbert, mon adjointe à la culture. Et ces 500 000 euros qu'on a diminué sur le budget de l'opéra, on les a distribués à d'autres artistes, à d'autres plus petites structures, pour que la culture vive dans toute la ville. On a besoin de soutenir tous les acteurs de la ville. C'est la raison pour laquelle on a mis 4 millions d'euros aussi au début tout de suite après notre élection, pour pouvoir aider tous les acteurs culturels qui étaient en difficulté du fait de la crise sanitaire. Là aussi, ce sont des soutiens à l'économie du spectacle et de la culture. Autre sujet, on va passer aux polémiques, ou plutôt aux sujets marquants qui ont fait débat pendant votre année. Grégory Doucet, on ne va pas revenir sur les propos du Tour de France, sur les vœux des échevins, on en a déjà beaucoup parlé. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les menus sans viande dans les cantines scolaires. Décision prise, on le rappelle, lors du confinement pour adapter au mieux au protocole sanitaire. Vous regrettez que votre choix n'ait pas été compris par tous ? On l'a expliqué, vous savez. L'origine de cette polémique, c'est quand même une série de tweets, notamment du ministère de l'Intérieur, qui aurait sans doute à l'époque dû éviter de se sentir aussi le ministre des cantines scolaires. C'est-à-dire, on a pris une mesure qui était une réponse à une nouvelle règle sanitaire. De mémoire, c'était la 7e règle sanitaire qui devait s'appliquer dans les écoles. Donc, on avait déjà montré à quel point on était réactif et agile pour adapter la configuration de nos cantines pour répondre à ces règles sanitaires, là, de manière à pouvoir permettre à tous les enfants de manger dans un temps, on va dire dans le temps imparti de la pause méridienne, et de permettre à tous les enfants d'avoir le même menu. Effectivement, on a mis en place un menu unique, c'était plus simple de le faire sans viande. Voilà, la viande est revenue après les vacances, elle sera de nouveau à la rentrée scolaire proposée
comme avant. Alors, en revanche, on a en parallèle travaillé, bien sûr. Vous avez des objectifs, 75% de bio d'ici 2026, si je ne me trompe pas, 2 repas sans viande par semaine. C'est l'objectif que vous avez. Une alternative végétarienne quotidienne. Et 2 repas sans viande, effectivement, par semaine. Vous l'avez dit. Notre objectif à terme, dès la rentrée prochaine. Notre objectif à terme, c'est 100% de bio dans les cantines, mais on va le faire par strates successives, parce qu'il faut bien évidemment que les filières agricoles se structurent. Vous savez, en fait, c'est dans le cahier des charges du prochain prestataire des cantines scolaires. Et ce cahier des charges, on l'a élaboré avec la Chambre d'agriculture. Donc avec des acteurs de l'agriculture pour justement leur donner à la fois la parole, mais aussi des perspectives pour qu'ils puissent après travailler avec les filières. Parce que c'est en faisant ensemble qu'on va réussir cet objectif d'atteindre dans un premier temps les 75% de bio dans les cantines et puis à terme les 100%. Et ça se fait en parallèle de l'action de la métropole qui aide aussi concrètement des agriculteurs à s'installer, à passer au bio, à structurer les filières. Les 2 repas sans viande à la cantine, ce sera dès cette rentrée? Ce sera quand on changera de prestataire. Un maire de la Loire, proche de Laurent Wauquiez, avait promis de vous offrir une vache. Vous l'avez reçue depuis? Vous l'attendez toujours? Toujours pas. Peut-être une promesse non tenue encore. Une autre polémique qui est la fin des tours sur la Pardieu, des grandes tours, donc en lien avec la métropole, comme vous le soulignez, parce que c'est en matière d'urbanisme. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un frein au dynamisme économique lyonnais, puisque le nombre de mètres carrés placés est en augmentation continuelle ces dernières années? Alors vous savez, il y a encore un certain nombre de projets de construction de surface en tertiaire qui sont prévus à la Pardieu. Je veux dire, la tour Toulion, par exemple, elle est en train d'être construite. Hein. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces travaux dans la gare. Il y a 90 000 mètres carrés dans le voilà. à peu Donc près. Il y a quand même beaucoup de surfaces de tertiaire qui vont être encore construites sur le quartier de la Pardieu. Pour autant, ce qui nous importe, c'est de rééquilibrer. Le quartier de la Pardieu reste un quartier d'affaires aussi, bien sûr. Mais on veut que ça soit un quartier surtout beaucoup plus à vivre pour les habitantes et les habitants. Quand vous parlez végétalisation pour une forêt urbaine rue Bouchu, pour le moment, vu sa taille, c'était le terme utilisé au départ. Est-ce que tu n'étais pas un petit peu survendu? L'important, c'est quand même se dire qu'on va boiser cette partie-là. Alors, sauf si vous êtes un spécialiste de la taille minimum de la forêt ou du boisement, mais je m'en remets à votre expertise si vous le souhaitez. Mais en l'occurrence, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on va avoir un espace végétalisé, planté d'arbres de haute tige, comme on dit, juste en face de la gare Pardieu. Hein, votre projet, c'est d'élargir sur le ténement actuel de France 3, en fait. Exactement, de manière à ce qu'on puisse avoir à proximité du centre commercial, de notre très belle bibliothèque de la Pardieu, un espace boisé où on va pouvoir se poser aussi à l'ombre. C'est ça la qualité de vie qu'on veut offrir aux Lyonnais et aux Lyonnaises. Grégory Doucet, on est revenu sur plusieurs points de cette année. On va donner la parole peut-être à ceux qui vous ont élu aussi il y a un an. Les Lyonnais, on a voulu savoir ce qu'ils retenaient justement de cette première année de Grégory Doucet en tant que maire de Lyon. Écoutez, réaction recueillie par Aline Duchesne. J'ai vu des changements au niveau de mon quartier. La création d'une maison médicale, les quartiers sont rénovés, donc pour moi ça c'est un plus. Les stationnements, tout était gratuit, maintenant tout est payant. On ne peut pas tous avoir des vélos. Pensez aux gens qui ont des petits moyens. Le seul problème, c'est sur les passages piétons, les vélos, les raceboards, les mobylettes et tout ce qui s'ensuit qui nous travaille la vie. En ce qui concerne les bilans écolos de M. Doucet, j'attends voir. Les choses n'évoluent pas aussi vite que je le voudrais. Qu'est-ce que vous répondez, Grégory Doucet? Oui, il y a plein de sujets qui sont évoqués. On voit il y a beaucoup de sujets qui relèvent de la proximité. Si j'en attrape un au passage, par exemple, je crois que l'une des personnes interrogées parlait des trottinettes. C'est nous qui avons mis en place le stationnement encadré des trottinettes sur l'ensemble de la ville. Bien sûr, il en reste encore, mais on travaille avec les opérateurs. Comment on peut encadrer un peu mieux? Vous parlez des trottinettes, les problèmes autour, la circulation, notamment, il y a encore eu un accident la semaine dernière, place Bellecour, une dame de 96 ans qui est à l'hôpital. Oui. Comment on peut agir? On est en train d'agir. Là, je vous ai parlé du stationnement. Il y a un travail à faire, effectivement, sur la sensibilisation sur le respect de la réglementation en matière de code de la route. C'est vrai pour les trottinettes, c'est vrai pour les vélos, c'est vrai pour les automobilistes. On a un gros effort à faire là-dessus. Vous savez, quand on met en place la vidéo-verbalisation, par exemple, qui permet d'identifier, on va dire, certains délinquants routiers, on agit dessus et c'est ce qu'on fait sur un certain nombre de rues et de territoires sur la ville déjà. Allez, on va terminer avec les questions sans tabou.
Réponse courte, s'il vous plaît, Grégory Doucet. On n'a plus beaucoup de temps. Lionel, allez-y. Quand êtes-vous allé pour la dernière fois à l'Opéra de Lyon ? J'y suis allé pendant l'occupation, donc c'était... alors j'ai plus la date en tête, mais pour aller à la rencontre... Donc c'était pas pour un spectacle, c'était... Non, c'était pas pour un spectacle, c'était pour discuter avec les occupants pour faciliter la fin de l'opération. Éric Piolle ou Yannick Jadot pour 2022 ? L'équipe de France de l'écologie, avant tout. L'équipe de France, vous reprenez les mots des Républicains, là. C'est ce qu'ils disent aussi. Je parle de l'équipe de France de l'écologie. Ce qui m'importe, c'est d'abord qu'on construise un collectif. Union de la gauche, pas seulement un candidat écologiste. Yannick Jadot et Éric Piolle se sont engagés sur le chemin des primaires. Un écolo ou une union de la gauche ? Il faut un candidat de l'écologie, il faut une offre de l'écologie pour les présidentielles. Pour moi, c'est une évidence. Quand on voit aujourd'hui la demande d'écologie, alors qui s'exprime principalement dans les grandes villes aujourd'hui, mais qui est en train de monter. Vous avez vu comme moi le pré-rapport du GIEC, vous avez vu comme moi les températures incroyables qu'il y a en ce moment au Canada. Les preuves du réchauffement climatique sont quotidiennes aujourd'hui. On a besoin de réponses fortes sur l'écologie. C'est ce que l'écologie va vous présenter aux prochaines présidentielles. Mais bien sûr que j'aurai un rôle à jouer. Quand je vous parle de l'équipe de France de l'écologie, c'est parce que... candidat choisi, non, il faut travailler d'abord sur la construction du collectif. Il y a des candidats engagés pour les primaires. C'est normal, c'est aussi le jeu des primaires. Mais moi, ce qui m'importe, en tant que maire de Lyon, c'est d'apporter ma pierre à la construction de ce grand collectif écolo. Maire de Lyon, justement, un destin à la Gérard Collomb, ça vous branche ? C'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui m'importe, c'est d'abord de réaliser et de réussir ce mandat. On a déjà un certain nombre de projets qui commencent à s'étirer au-delà du mandat. Bien évidemment, parce que quand on est maire, on a une responsabilité à penser le temps long et pas simplement sur l'échelle d'une mandature. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Grégory Doucet, d'avoir été notre invité pour ce dernier Lyon Politique de la saison. Merci, Lionel, d'avoir accompagné Léo tout au long de cette saison. Vous restez avec nous, bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.